Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous retrouver tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on revient avec vous sur l'interview d'Emmanuel Macron accordée aux Parisiens. Le chef de l'État, il revient notamment sur le futur projet de loi du gouvernement sur l'immigration. Un projet global, un projet unique qui sera probablement un autre marqueur du second quinquennat Macron et un projet pour lequel l'exécutif va devoir chercher des majorités à gauche comme à droite. Vous avez très bien résumé l'enjeu, si vous voulez. Nous avons une France qui est très majoritairement, droite et gauche confondues en réalité, en faveur d'un retour du régalien. Ce qu'on appelle le régalien, vous savez, chez les politologues, c'est tout ce qui concerne justement les prérogatives centrales de l'État, notamment bien sûr le maintien ou le rétablissement de la sûreté, de la sécurité, comme on dit aujourd'hui, quand celle-ci fait défaut. Et donc cette loi sur l'immigration, qu'on le veuille ou non, s'inscrit dans le cadre de la tentative qui va être celle de cet exécutif, d'Emmanuel Macron, de ceux avec qui il va travailler pendant ce quinquennat tumultueux, de rétablir progressivement un petit peu d'ordre en France. Non pas que le pays soit complètement en désordre, mais en tout cas, là encore, nous parlons souvent des perceptions. Dans les perceptions d'une grande majorité de Français, il y a des atteintes aux biens et aux personnes qui sont devenues quotidiennes et insupportable. Et d'ailleurs, c'est corroboré, j'ouvre une parenthèse, après on revient au projet de loi lui-même, c'est corroboré par les études des plus grands criminologues. On pense à Alain Boer, qu'est-ce qu'il a montré? Que depuis quelques années, en France, notamment, disons 2019, vous avez une explosion des attaques au couteau. Or, les attaques à l'arme blanche ont une signification particulière. Elles sont souvent l'un des symptômes, justement, d'une sorte de vitalité particulière de la criminalité. Donc, tout ça n'est pas... Et donc, vous faites là un lien, et le gouvernement fait un lien entre cette criminalité ascendante et l'immigration non contrôlée. Le lien est indirect, naturellement, mais il y a le sentiment, si vous voulez, que une immigration non maîtrisée, une présence importante de clandestins sur le territoire français qui ne font pas l'objet de contrôle ou de reconduite, est un terreau favorable au développement de l'insécurité et de la délinquance. Vous voyez, le lien est indirect. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés, naturellement. D'ailleurs, Emmanuel Macron est très nuancé sur ce thème-là. Donc, ce projet de loi qui a été porté... On va citer peut-être Emmanuel Macron dans le Parisien. Le débat est souvent caricatural. La France est une terre d'immigration depuis des siècles. L'intégration n'a jamais été facile, surtout dans une société qui perd du muscle parce qu'elle se désindustrialise. Oui, mais c'est très bien expliqué. Là, pour le coup, on a la quintessence de ce que j'ai appelé depuis plusieurs années, et je ne récuse pas le terme, une forme de, sur ce terrain-là, sur le terrain de la sécurité et du rapport à l'immigration et plus largement même à l'intégration, ce que j'ai appelé le tournant valsiste du macronisme. Il date en gros de l'épisode des Gilets jaunes, d'après l'épisode des Gilets jaunes. Il s'est largement réapproprié, notamment sous l'influence de Jean-Pierre Chevènement, les idéaux d'une gauche, on va dire jacobine et sécuritaire, qui ne transige pas sur tout cela. Donc, effectivement, ce projet de loi, aujourd'hui porté par Gérald Darmanin, par Olivier Dussopt, a vocation à s'adresser à cette très large partie de Français qui ne sont pas des extrémistes, mais qui veulent que le pays retrouve un petit peu de sécurité qu'il a perdu. Ça, c'est vraiment... C'est un thème qui peut faire consensus aujourd'hui. Alors, malgré son côté assez explosif, malgré vous avez absolument raison. Vous mettez, comme d'habitude, le doigt sur l'essentiel. Au-delà du processus d'adoption législative, il y aura de toute façon un challenge. Pourquoi? Car nous avons une droite devenue très sécuritaire, qui va donc penser que le texte tel qu'il est, c'est un texte unique finalement, c'est pas un texte saucissonné ou subdivisé en plusieurs textes comme il le pensait au début. On peut imaginer que la droite et le Rassemblement national vont estimer que le texte ne va pas assez loin. Notamment, vous voyez, parce qu'au fond, il y a deux mesures principales, si vous voulez. Il y a des mesures pour faciliter et accélérer les expulsions des étrangers qui constituent une menace pour l'ordre public. Parmi eux, c'est le versant de droite, on va dire, du projet. Alors, si vous voulez, voilà, exactement, nous sommes en pleine Macronie, c'est-à-dire nous sommes dans une recherche d'équilibre pour le meilleur et pour le pire. Là, je ne juge pas, je décris. Et de l'autre, vous avez des mesures, on va dire, qui sont plutôt des marqueurs progressistes, s'il faut employer des grands mots, de régularisation pour un certain nombre de travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, c'est-à-dire les secteurs où on a besoin de main-d'œuvre. Donc ça, c'est plutôt, si vous voulez, un marqueur qui est compatible avec la frange social-démocrate ou social-libérale de la Macronie, dont nous parlons parfois, et qui, par parenthèse, nous allons y venir, n'avait pas voulu de Catherine Vautrin comme première ministre. C'est une parenthèse, mais on va y venir. Dans ce cas, Alexis, pourquoi finalement Emmanuel Macron a changé de stratégie et on avait évoqué un texte saucissonné avec à chaque fois un objectif de viser tel ou tel groupe Alors, je n'ai pas parlementaire. je n'ai Pourquoi pas revenir à un texte unique? Je
n'ai pas la science infuse sur ce domaine-là. Un excellent chroniqueur comme notre confrère David Revaud-Dallon pourrait vous le dire avec plus de certitude, ayant des contacts directs avec la Macronie. Il faudra attendre mercredi, donc. Bon, non, mais mon hypothèse est la suivante. Oui. Comme nous sommes dans une situation de faiblesse politique de la Macronie, qui n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, pourquoi prendre le risque de devoir faire adopter en pièces détachées, si vous voulez, un texte déjà difficile à faire adopter, donc d'avoir plusieurs séances successives d'adoption sur des morceaux de texte en pièces détachées, on va vers l'obstruction beaucoup plus facilement si on fait ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma lecture. Vous voyez, donc je pense qu'un texte unitaire, qui sera évidemment très équilibré, très pondéré, comme sait le faire le président de la République, a d'une certaine manière quand même plus de chances de faire consensus dans une société française. On n'y reviendra jamais assez, où peut-être hormis la frange extrémiste de la NUPES, mais tout le monde veut du retour à l'ordre républicain, et tout le monde sait que ce retour à l'ordre n'est absolument pas extrémiste, droitier, etc. Il est au fondement du pacte républicain. Donc effectivement, là, le président de la République, avec l'intelligence politique que je ne lui ai personnellement jamais déniée, va dans le sens de cette opinion française dominante qui veut de la sécurité dans le cadre de l'état de droit. Alexis, vous vouliez également nous proposer cet après-midi un exercice de politique fiction autour du mercato à Matignon. Qui pour remplacer Elisabeth Borne? D'abord, est-ce qu'elle est réellement menacée? Alors, je conserve une conviction, certes fragilisée avec ces rumeurs qui se répandent dans la ville et au-delà comme des taches d'huile. Je maintiens qu'elle a tout de même, aux yeux du président de la République, plus d'une qualité, et notamment celle d'avoir tenu sous l'orage. C'était en quelque sorte probatoire, c'est-à-dire elle montrait qu'elle était capable d'affronter d'autres situations analogues qui vont se présenter d'une manière ou d'une autre avec d'autres réformes pendant ce quinquennat difficile. Donc je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, elle n'a pas, contrairement à ce qu'on lit ici ou là, elle n'a pas totalement failli dans les yeux du monarque républicain. Maintenant, vous dire avec certitude, la certitude péremptoire du chroniqueur, oui, il va la garder, ce serait absurde. Nous ne sommes pas dans la tête du président de la République et nous ne sommes pas ses principaux conseillers. Donc, effectivement, on ne le sait pas. Maintenant, il y a des personnes qui toquent à la porte. Je pense on va évoquer plusieurs noms possibles. Il y a effectivement... Brûle d'impatience, Alexis. Alors, des gens, vous voulez dire des gens qui sont très impatients, c'est ça que vous voulez dire? Non, de vous entendre pas évoquer les... Il y a des gens qui visiblement ont fait offre de service. Alors, il ne s'agit pas du tout de faire leur procès, mais à partir du moment où des noms circulent, de deux choses l'une. Soit ce sont les impétrants qui ont toqué à la porte, ou qui ont contacté un conseiller, ou qui ont fait comprendre au président directement par SMS qu'ils étaient prêts à faire le job, soit c'est le président qui y pense et qui envisage les hypothèses. Alors vous savez qu'il y a un mois, la ville entière, ça s'est passé. Mais la ville entière, nous sommes dans une ville petite, c'est la société de cours de Norbert Elias. La ville entière parlait de Rachida Dati. Ben oui, il y a eu le moment... du 7e arrondissement, la maire LR. Alors aujourd'hui, ça semble plus ou moins dépassé. Dans l'entourage immédiat du président de la République, parmi ses grognards, il y a des ministres de qualité d'ailleurs, que ce soit Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire, voilà, qui s'apprête à publier un livre sur Vladimir Horowitz, mais qui est quand même le ministre de l'économie et qui, au fond, a fait du bon boulot aussi. Et évidemment, il y a aussi Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui a la sympathie personnelle et l'estime du président de la République. Donc ces trois-là semblent, du point de vue de la Macronie, tenir une corde potentielle, mais vous avez aussi... Alexis, il nous reste 30 secondes. Ouais, on va tout dire, vous allez voir. Et vous avez le président du MoDem, qui est un peu son conseiller du soir, François Bayrou, son confident de la Providence pour parler comme Raymond Aron, il lui parle beaucoup, bon, il n'a pas réussi à faire nommer toutes les personnes qu'il voulait la fois dernière, Rachel Kahn a été retoquée. Il y a aussi, je termine, François Barouin, figurez-vous, qui veut revenir. Le retour. Jean-Louis Borloo, qui s'y verrait bien. Et alors, last but not least, là je le dis pour notre réalisateur qui va être ravi de cette nouvelle, nous avons surtout visiblement, et c'est très étonnant, Nicolas Sarkozy, qui depuis ses bureaux de la rue de Miromesnil commence à rêver un scénario de retour de l'île d'Elbe vers Matignon. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Alors, je ne vous dis pas qu'Emmanuel Macron prend au sérieux ce scénario. Et c'est la rumeur qui court. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy a ses entrées à l'Élysée. Ce qui est sûr, c'est que la relation entre les deux hommes est assez symbiotique. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir, en quelque sorte, l'audace de mettre à ses côtés un poids lourd, alors même que jusqu'ici, il a plutôt privilégié des collaborateurs?
la suite au prochain numéro, cher Steve. Merci Alexis Lacroix, hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de Laurent Sailly qui aura peut-être des choses à nous dire à ce sujet. C'est possible. À lundi prochain Alexis, bon après-midi.